Ma fiancée a exigé que je cède 20% de mon entreprise à ses parents dans un délai de 7 jours. Elle ne s'attendait pas à ce que j'annule le mariage et que je lui envoie la facture. 7 jours. C'est exactement le temps que Brooke m'a donné pour décider si j'étais un homme véritable qui l'aimait ou un narcissique avide qui se souciait plus de son compte en banque que de sa future famille. Le choix qu'elle m'a présenté ne consistait pas à choisir un parfum de gâteau de mariage ou à décider entre les Maldives ou l'Italie pour notre lune de miel. Non, c'était un pistolet sur ma tempe. La demande était simple. Selon elle, j'avais une semaine pour céder 20% de mon entreprise de maintenance de flotte à son père. Un homme que je savais incapable de gérer un stand de limonade sans le mettre en faillite. Si je ne signais pas les papiers avant vendredi prochain, le mariage était annulé. Elle me quittait et je mourrais seul avec mon argent. Comme elle l'a si éloquemment formulé. Je suis Nathan, j'ai 34 ans. Je n'ai pas hérité d'un centime. Je n'avais pas de filet de sécurité. Je n'avais pas un oncle riche qui m'a avancé des fonds pour démarrer ou des parents qui ont co-signé des prêts pour moi. J'ai bâti Ironclad Fleet Service à partir de rien. En commençant avec un camion de service déglingué et une carte de crédit utilisée au maximum quand j'avais 22 ans. Maintenant, 12 ans plus tard, nous assurons l'entretien et la maintenance de flottes de véhicules commerciaux dans 3 États. Nous avons des contrats avec des compagnies de transport, des lignes de bus, des services de véhicules municipaux et des transporteurs privés qui ont besoin que leurs engins fonctionnent correctement. J'ai 200 employés qui dépendent de moi pour leur salaire. J'ai des contrats d'une valeur de millions de dollars qui ont mis des années à se construire. Mes mains sont calleuses après des années à serrer des boulons avant que je puisse me permettre d'embaucher des mécaniciens pour le faire à ma place. J'ai mal au dos quand il pleut. À cause de toutes ces années passées à ramper sous les camions et dans les baies d'atelier. Et j'ai plus de cheveux gris qu'un homme de mon âge ne devrait en avoir. Mais c'est à moi. Chaque pont élévateur, chaque machine de diagnostic, chaque baie de service, chaque contrat. Cela m'appartient parce que je l'ai mérité. L'entreprise a commencé dans mon garage. Littéralement, mon garage attenant au duplex que je louais à l'époque. Je faisais des vidanges d'huile et des travaux sur les freins pour les camions de livraison locaux. Travaillant 18 heures par jour et mangeant des nouilles ramen pour le dîner parce que je ne pouvais rien me permettre d'autre. Je me souviens d'un hiver où mon chauffage a été coupé parce que j'avais mis chaque dollar dans l'achat d'un tour à frein adéquat au lieu de payer ma facture de gaz. J'ai dormi dans un sac de couchage pendant 2 semaines jusqu'à ce que je puisse gagner assez pour faire remettre le chauffage. Je faisais tout moi-même. Répondre au téléphone, planifier les rendez-vous, commander les pièces, effectuer les réparations. Envoyer les factures, courir après les paiements. Il y a eu des nuits où j'ai dormi sur un lit de camp dans l'atelier parce que j'avais un camion qui devait être prêt pour 6h00 du matin et le travail n'était pas encore terminé. J'ai manqué des vacances. J'ai manqué des anniversaires. J'ai manqué ma propre vie pendant des années parce que je construisais quelque chose. Mes amis pensaient que j'étais fou. Ma famille pensait que je gâchais ma vie. Mon père m'a dit de trouver un vrai travail au moins 100 fois pendant ces premières années. Il ne comprenait pas pourquoi je renoncerais à un salaire stable pour parier sur un rêve de réparation de camions. Mais je savais ce que je construisais. Je pouvais le voir même quand personne d'autre ne le pouvait. Le plus difficile a été la solitude. Quand vous trimez 18 heures par jour, vous n'avez pas le temps pour les relations. Vous n'avez pas le temps pour les amis. Vous n'avez le temps pour rien d'autre que le travail. J'ai regardé mes copains du lycée se marier, avoir des enfants, acheter des maisons. Je vivais dans un studio au-dessus d'une laverie automatique. Mangeant de la soupe en conserve pour le dîner et m'endormant avec encore de la graisse sous les ongles. Mais j'ai continué. Chaque fois que je voulais abandonner, je pensais à ce que je construisais. Pas seulement une entreprise, mais un héritage, quelque chose qui était à moi. Quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Le premier véritable tournant est survenu lorsque j'ai décroché un contrat avec une compagnie de bus régionale.
Ils avaient une flotte de 40 bus et leurs précédents prestataires de maintenance les arnaquaient depuis des années. J'ai proposé un prix 30% inférieur à celui de la concurrence et j'ai quand même fait un bénéfice. Parce que je ne gonflais pas les factures avec des réparations fantômes. Le mot s'est répandu, d'autres contrats sont arrivés. La 5e année. J'avais quitté mon garage pour un véritable atelier avec 4 bails de service. La 8e année, j'avais 3 emplacements. Maintenant, j'ai 6 installations dans 3 États, un entrepôt de distribution de pièces. Une flotte de services mobiles qui peut effectuer des réparations en bord de route. Et une réputation dans l'industrie comme étant l'entreprise qui fait un travail honnête à des prix équitables. Je me souviens du jour où j'ai signé le bail de ce premier véritable atelier. C'était un bâtiment délabré à la lisière d'un parc industriel. Entouré de mauvaises herbes et de béton cassé. Le locataire précédent avait été une sorte d'opération de recyclage de palettes. Et l'endroit sentait le bois pourri, mais il avait de hauts plafonds. Des portes enroulables et de la place pour des ponts élévateurs. Je me tenais au milieu de cet espace vide, et je pouvais voir exactement ce qu'il allait devenir. Mon père est venu à l'inauguration. C'est la première fois qu'il a dit qu'il était fier de moi. Il lui a fallu 5 ans, mais il a finalement compris. Il a compris que je ne gâchais pas ma vie. Je construisais quelque chose de réel. Et Brooke. Brooke était la femme que je pensais être mon sanctuaire loin de la zone de guerre des affaires. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Elle avait 28 ans, était magnifique, vive. Et venait d'une famille qui se comportait comme la royauté. Son père, Howard, et sa mère, Patricia, se comportaient avec une sorte d'arrogance guindée qui crie généralement la vieille fortune. Ils conduisaient des voitures de luxe en leasing. Portaient des vêtements de marque qui dataient toujours d'une saison si l'on savait quoi chercher. Et buvaient des alcools importés qui coûtaient plus cher que le premier versement pour mon camion. J'aurais dû voir les signes plus tôt. La première fois que j'ai rencontré Howard. Il a passé 45 minutes à me poser des questions sur mon entreprise. Pas des questions d'intérêt poli, mais des questions détaillées sur les revenus. Les marges bénéficiaires et les structures de contrat. À l'époque, je pensais qu'il était juste méticuleux, un père protecteur. S'assurant que sa fille ne sortait pas avec un bon à rien. Avec le recul, je réalise qu'il évaluait la marchandise. J'aimais Brooke. Vraiment. Elle adoucissait mes aspérités. Ou du moins, elle était douée pour faire semblant. Elle savait comment me faire sentir que j'étais plus qu'un simple gars qui réparait des camions pour gagner sa vie. Elle s'habillait pour nos rendez-vous, planifiait ses week-ends élaborés loin de tout. Et me faisait sentir que j'avais enfin réussi. Comme si toutes ces années de lutte en avaient valu la peine parce que j'avais mérité une femme. Comme elle. Mais avec le recul, je réalise que j'étais juste le pigeon. La grosse bête de somme stupide qui allait tirer le carrosse de leur famille hors de la boue. Chaque compliment qu'elle m'a fait était probablement calculé. Chaque geste romantique était un investissement dans sa future rétribution. L'embuscade a eu lieu un mardi soir. Je venais de rentrer. Sentant le diesel et les gaz d'échappement après avoir passé 12 heures au dépôt principal à régler. Une crise. Un de nos camions de service mobile était tombé en panne au milieu d'une réparation en bord de route, ce qui signifiait que j'avais dû y aller moi-même, terminer la réparation du client. Puis trouver ce qui n'allait pas avec notre propre camion. Ensuite, un de mes managers s'est porté malade et j'ai dû le remplacer pour faire des inspections sur une flotte de fourgonnettes de livraison qui avait une date limite. J'étais épuisé. Tout ce que je voulais, c'était une douche et de la nourriture. Peut-être m'endormir sur le canapé en regardant quelque chose de stupide. Brooke était assise à la table de la salle à manger quand je suis entré. Pas de dîner qui attendait, pas de salutation. Juste une épaisse enveloppe Kraft posée devant elle comme un centre de table. Sa posture était formelle, presque rigide, comme si elle avait répété ce moment. Nous devons parler, Nathan, dit-elle. Sa voix était glaciale, pas en colère, juste professionnelle, comme si elle dirigeait une réunion. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir et enlevé mes bottes de travail. Mes pieds me faisaient mal,
et je sentais la crasse de la journée recouvrir ma peau. Cela peut attendre, ai-je demandé. Je viens de perdre 2 heures parce qu'une unité mobile a perdu une courroie serpentine sur l'autoroute et j'ai dû refaire un travail moi-même. Je suis crevé. Non, ça ne peut pas attendre, dit-elle en tapotant l'enveloppe avec un ongle parfaitement manucuré. C'est à propos de notre avenir. Mes parents sont passés aujourd'hui pendant que tu étais au travail. J'ai gémi intérieurement. Howard et Patricia. Génial. La dernière fois qu'ils sont venus, Howard a passé 1 heure à me parler d'une opportunité d'investissement garantie qui s'est avérée être une sorte d'arnaque à la crypto-monnaie douteuse. Le type avait tout le sens des finances d'un lemming se dirigeant vers une falaise. Qu'est-ce qu'ils veulent, ai-je demandé en me dirigeant vers le réfrigérateur. Un autre prêt pour les cotisations du country club? Je plaisantais à moitié. Je leur avais déjà prêté $5000 il y a quelques mois pour couvrir ce qu'ils prétendaient être un problème de trésorerie temporaire. Je savais que je ne reverrais jamais cet argent. Je l'avais mentalement amorti au moment où j'ai remis le chèque. Arrête d'être irrespectueux, a lancé Brooke. Sa voix avait une dureté que je n'avais jamais entendue auparavant. Il s'inquiète pour moi. Pour nous. Il pense que c'est injuste que j'entre dans ce mariage sans rien à mon nom alors que tu détiens tous les actifs. Ils veulent de la sécurité. Je me suis retourné lentement. De la sécurité? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Brooke. Tu vas épouser un homme qui possède une entreprise qui dégage un bénéfice net à 7 chiffres par an. Tu as un contrat de mariage qui te garantit une compensation très confortable si les choses tournent mal. Un contrat de mariage que, d'ailleurs, je voulais à peine signer. Mais que j'ai signé parce que tu me l'as demandé. Tu as de la sécurité. Elle a poussé l'enveloppe vers moi sur la table. Ce n'est pas assez. Ouvre-la. Je me suis approché et j'ai pris l'enveloppe. Elle semblait lourde dans mes mains, plus lourde que du papier ne devrait l'être. Je l'ai déchirée et j'ai sorti une pile de documents juridiques. La première page portait l'entête d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. C'était un accord de transfert de participation. Le document décrivait le transfert de 20% de Ironclad Fleet Service, structuré en actions sans droit de vote, à Howard et Patricia Whitmore. Le transfert deviendrait effectif immédiatement après la signature de notre acte de mariage. J'ai fixé le papier. Les mots n'avaient pas de sens au début. C'était comme lire une blague écrite en jargon juridique. Mon cerveau rejetait ce que mes yeux voyaient. C'est une blague, ai-je demandé en la regardant. Tes parents se moquent de moi. Non, dit-elle en se levant de la table. Elle a lissé sa jupe et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Presque prédatrice. C'est une police d'assurance. Mon père dit que les affaires sont volatiles. Les entreprises font faillite tout le temps. Si quelque chose t'arrive ou si tu décides de m'échanger contre un modèle plus jeune dans 10 ans. Ma famille a besoin d'être protégée. Ils m'ont élevé. Ils ont investi en moi. Ils se sont sacrifiés. Pour moi. Ils méritent un retour sur cet investissement. J'ai senti le sang quitter mon visage. Puis il est revenu, chaud et violent. Mes mains tremblaient, mais j'ai gardé ma voix stable. Un retour sur investissement, ai-je répété lentement. Tu parles comme si tu étais une action que j'ai achetée. Tu es ma fiancée, Brooke. Pas une transaction commerciale. Pas un cheval de course sur lequel je parie. Ne sois pas grossier, dit-elle en agitant la main avec dédain, comme si j'étais déraisonnable. Cela a parfaitement du sens si tu y penses logiquement. Tu as bâti cette entreprise, oui. Mais tu l'as bâtie seule. Maintenant. Nous allons être une équipe. Mes parents ont des relations. Papa connaît des gens au gouvernement de la ville. Il a des amis au conseil des transports. Il pourrait t'aider à te développer dans les contrats municipaux. Peut-être doubler tes revenus en 5 ans. Ces 20% ne sont qu'un geste de bonne foi. Pense-y comme
Une dot inversée. Une dot, ai-je répété. J'ai jeté les papiers sur la table. Ils ont glissé sur le bois poli et se sont éparpillés sur le sol. Certaines pages se sont séparées et se sont étalées sur le parquet. Brooke, tu t'entends parler? Ai-je demandé. Tu veux que je donne un cinquième de l'œuvre de ma vie à ton père? Le même type qui a essayé de me vendre une arnaque à la crypto-monnaie garantie à Thanksgiving. Le type qui n'a jamais eu un vrai travail depuis que je le connais. C'est un joueur. Brooke. Il est incompétent. Je ne l'embaucherai pas pour balayer les sols de mon entrepôt. Encore moins pour lui laisser posséder une partie de mon entreprise. Ses yeux se sont rétrécis. La douceur dont j'étais tombé amoureux avait disparu. Ce que j'ai vu en dessous était quelque chose de dur et de calculateur. Fais attention, Nathan. C'est de mon père que tu parles. Je me fiche de qui il est, ai-je dit, ma patience finissant par céder. C'est mon entreprise. La mienne. J'ai saigné pour ça. J'ai manqué les funérailles de mon propre frère parce que j'empêchais cette entreprise de couler pendant la récession. J'ai dormi dans mon atelier pendant des mois. J'ai mangé des cochonneries. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains se fissurent et saignent. Je ne cède 20% à personne. Pas à ton père. Pas au président. Pas à toi. Brooke n'a pas bronché. Elle n'a pas haussé la voix. Elle a juste croisé les bras et a prononcé la phrase qui nous a séparés. Bien que je ne l'ai pas pleinement réalisé à ce moment-là. Alors nous avons un problème. Parce que je n'épouserai pas un homme qui ne fait pas confiance à ma famille. Si tu ne signes pas ce papier d'ici vendredi prochain. Dans une semaine, je fais mes valises. Je n'épouserai pas un homme égoïste. Elle s'est retournée et a quitté la pièce, ses talons claquant sur le parquet. Elle m'a laissé là, dans mes vêtements de travail sales. Les pages du contrat éparpillées sur le sol autour de mes pieds comme des confettis de la pire fête. Jamais organisé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis allé dans la chambre d'amis et je suis resté allongé dans le noir, à regarder le plafond. Mon esprit passait en revue chaque interaction que j'avais jamais eue avec Brooke et ses parents. Réexaminant tout sous ce nouvel angle. Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. J'ai appelé mon directeur des opérations et lui ai dit que je faisais face à une urgence personnelle. Puis j'ai appelé Léa. Léa n'est pas seulement une avocate. C'est un requin en tailleur-pantalon. Nous étions à l'université ensemble avant que j'abandonne pour lancer l'entreprise et qu'elle aille à la faculté de droit. Elle a obtenu son diplôme en tête de sa promotion et a passé 10 ans dans un grand cabinet avant de se mettre à son compte. Elle est mon conseil juridique depuis la 3e année d'Ironclad. Elle a négocié mes plus gros contrats. Elle a géré un procès intenté par un ancien employé qui prétendait que je lui devais une participation pour avoir suggéré que nous nous étendions à un 2e emplacement. Elle a gagné cette affaire en environ 45 minutes. J'ai conduit jusqu'à son bureau en centre-ville. Un espace élégant au 14e étage d'un immeuble dans lequel je ne pourrais probablement pas me permettre de louer un placard. Son assistante m'a fait signe d'entrée et j'ai trouvé Léa à son bureau, examinant des documents avec ses lunettes de lecture perchées sur son nez. J'ai jeté le contrat froissé sur son bureau en verre sans dire bonjour. Lis ça, ai-je dit, et dis-moi si je peux légalement y mettre le feu. Léa a ramassé les papiers, les a lissés et a mis ses lunettes. Elle a parcouru le document pendant environ 30 secondes. Puis elle a laissé échapper un sifflement bas et aigu. « Waouh » dit-elle en me regardant par-dessus le bord de ses lunettes. « Nathan, ce n'est pas seulement un transfert d'action. As-tu lu tout le document ? J'en ai lu environ 2 pages avant d'avoir envie de frapper un mur. Regarde la clause 4, dit-elle en tournant une page et en la glissant vers moi. Je l'ai prise et j'ai lu. Le langage juridique était dense, mais Léa a traduit. La clause 4 accorde aux actionnaires minoritaires, c'est-à-dire ses parents, des droits d'audit et la possibilité d'opposer leur veto à toute dépense supérieure à 10 000 $. Elle a expliqué, Nathan, si tu signais ça,
Il ne posséderait pas seulement 20% des bénéfices. Il contrôlerait ton chéquier. Tu ne pourrais pas acheter une nouvelle machine de diagnostic sans demander la permission à papa. Mon estomac s'est noué. Je me suis assis lourdement sur la chaise en face de son bureau. Ils veulent le contrôle. Ils veulent te dépouiller, a corrigé Léa. Elle s'est adossée à son fauteuil. J'ai fait quelques recherches sur Howard Whitmore la semaine dernière. En fait, un de mes amis dans l'immobilier commercial a mentionné son nom. Que as-tu trouvé? Savais-tu qu'il est poursuivi par 2 entrepreneurs distincts pour des rénovations impayées sur leur résidence d'été et qu'il a 3 mois de retard sur son prêt hypothécaire principal? La banque a déjà envoyé des avis de saisie préliminaires. Tout s'est mis en place. L'arrogance de la vieille fortune. Les réponses vagues sur ce que Howard faisait réellement pour gagner sa vie ces derniers temps. La façon dont il semblait toujours dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. Les vêtements de marque qui étaient toujours légèrement démodés. Les voitures en leasing qui semblaient être de gamme inférieure chaque année. Ils ne protégeaient pas Brooke. Ils étaient fauchés. Ils se noyaient. Et j'étais le radeau de sauvetage. Il ne voulait pas d'un partenariat. Il voulait un hôte dont il pourrait se nourrir. Ils sont fauchés, ai-je murmuré. Indigents, a confirmé Léa. Vivant à crédit. Sur des cartes de crédit et de tout ce qu'ils peuvent escroquer à des gens qui ne savent pas mieux. Ce n'est pas une demande de cadeau de mariage. Nathan. C'est une prise de contrôle hostile déguisée en vœu de mariage. Brooke est le cheval de 3. J'ai senti une rage froide s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas la colère chaude et explosive de la veille. C'était différent. C'était la concentration froide et calculatrice que j'utilisais lorsque je négociais un contrat de flotte de plusieurs millions de dollars. Lorsque je décidais de prendre un risque sur un nouvel emplacement ou de me retirer d'une affaire qui sentait mauvais. J'ai cessé de voir Brooke comme la femme que j'aimais et j'ai commencé à la voir comme un passif. Un mauvais investissement, un risque que je devais atténuer. Qu'est-ce que je fais, ai-je demandé. Léa a souri. Et ce n'était pas un sourire agréable. C'était le sourire qu'elle avait juste avant de détruire la partie adverse dans un tribunal. Elle t'a donné une date limite, n'est-ce pas? 7 jours. Oui. Vendredi prochain. Bien. Utilise-les. Ne romps pas avec elle tout de suite. Laisse-les penser que tu y réfléchis. S'ils pensent qu'ils t'ont à l'hameçon, ils deviendront négligents. Ils diront des choses qu'ils ne devraient pas dire. Je veux que tu les enregistres en train d'admettre pourquoi ils veulent vraiment les actions. Pourquoi? Parce que si tu la quittes maintenant, elle va déformer le récit, a expliqué Léa. Elle dira à tout le monde que tu es abusif, contrôlant ou infidèle. J'ai vu ça 100 fois. La personne qui parle la première contrôle l'histoire. Nous avons besoin de munitions avant que tu n'appuies sur la gâchette. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai joué le rôle de l'homme abattu. J'ai dit à Brooke que j'y réfléchissais. Je lui ai dit que 20% c'était beaucoup, mais que je l'aimais et que je voulais que ça marche. J'ai dit que j'avais besoin de mieux comprendre l'arrangement avant de pouvoir m'engager. Elle a tout gobé. Son attitude a changé instantanément. Elle est passée de reine des glaces à fiancée aimante. Elle m'a touché le bras, m'a embrassé le cou, m'a dit qu'elle savait que je ferais la bonne chose. Elle a dit que ses parents voulaient juste ce qu'il y avait de mieux pour nous. Pour notre future famille. Ça m'a donné la chair de poule. Chaque contact semblait calculé. Chaque sourire semblait être un masque. 2 jours plus tard, le jeudi, ses parents nous ont invités à dîner. Pour célébrer l'entente, a dit Brooke. Je savais ce que c'était vraiment. Un tour de victoire. Ils pensaient avoir gagné. Je portais un micro. Enfin, pas un micro comme dans les films. Mais j'avais mon téléphone qui enregistrait dans la poche avant de ma chemise. Le microphone tournait vers l'extérieur. Léa m'avait expliqué les lois de l'État sur l'enregistrement.
Nous étions dans un état où le consentement d'une seule partie est requis. Ce qui signifiait que je pouvais légalement enregistrer toute conversation à laquelle je participais, sans en informer les autres parties. Le dîner était somptueux. Des coupes de viande chère, des accompagnements raffinés. Des verres en cristal qui coûtaient probablement plus cher que mon premier jeu de clés à douille. Il dépensait de l'argent qu'il n'avait pas pour sceller l'affaire, célébrant un jour de paix qui n'allait jamais arriver. Patricia s'était surpassée avec la présentation. Des fleurs fraîches sur la table, des serviettes en tissu, tout le tralala. C'était comme une performance, comme s'il me montrait ce que mon argent pouvait leur acheter. Après le dessert, Howard s'est adossé à sa chaise avec une expression satisfaite. Il a sorti un cigare et a fait tout un spectacle pour l'allumer. « Je suis content que tu vois la raison, Nathan. » a-t-il dit en soufflant de la fumée vers le plafond. « Tu sais. Cette entreprise que tu as? Elle est impressionnante. Vraiment impressionnante. Mais elle a besoin de conseils. Des conseils expérimentés. Avec mon expérience et mes relations, nous pourrions vraiment développer cette chose. Peut-être nous lancer dans les contrats gouvernementaux. J'ai des amis au département des transports de l'État. Je connais des gens qui prennent des décisions sur les contrats de maintenance des flottes municipales. J'ai gardé une expression neutre. Cela semble prometteur, Howard, ai-je dit en forçant un sourire. Mais 20%. C'est une grosse part de l'entreprise. Es-tu sûr de pouvoir gérer la responsabilité? Si l'entreprise était un jour poursuivie en justice, tu serais également responsable, en tant que détenteur de capitaux propres. Howard a ri, agitant la main avec dédain. Oh. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pour ça que nous avons structuré les actions dans une fiducie. Protection des actifs. Brooke te l'a expliqué, n'est-ce pas? Elle l'a fait, ai-je menti? Mais dis-moi quelque chose, Howard. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce si urgent que nous fassions cela avant le mariage? Pourquoi ne pas attendre que nous soyons mariés et faire un arrangement en bonne et due forme alors? Howard a échangé un regard avec Patricia, un regard nerveux. Le genre de regard que les gens échangent lorsqu'ils sont pris au dépourvu par une question qu'ils auraient dû anticiper. Eh bien, intervint Patricia, sa voix un peu trop enjouée. Nous voulons juste nous assurer que Brooke est installée. Tu sais à quel point les affaires peuvent être volatiles. Les marchés s'effondrent. Les entreprises font faillite. Nous voulons juste de la stabilité pour notre fille. De la stabilité, ai-je répété. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer. Est-ce vrai, Howard, que tu as 3 mois de retard sur ton prêt hypothécaire? Le silence est tombé dans la pièce. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Le tintement des glaçons dans un verre. Le visage de Howard est devenu d'un rouge violent. Sa main tenant le cigare tremblait légèrement. Qui t'a dit ça? Peu importe, ai-je dit en me penchant en avant et en posant mes mains sur la table. Est-ce vrai? Ces 20% concernent-ils la sécurité de Brooke? Ou s'agit-il de ton besoin d'une vache à lait parce que tu n'as plus d'autres options? Parce que de mon point de vue, cela ressemble beaucoup moins à la protection de ta fille et beaucoup plus à une tentative désespérée de saisir de l'argent que tu n'as pas gagné. Brooke a frappé la table de sa main, faisant sauter les couverts. Nathan. Arrête ça. Comment oses-tu enquêter sur mes parents? Comment oses-tu remettre en question leur intention? J'ose parce que tu as demandé 20% de ma vie, ai-je lancé, abandonnant complètement la comédie. Je me suis retourné vers Howard. Je suis au courant des poursuites. Howard. Je suis au courant des entrepreneurs impayés qui ont fait des travaux sur votre résidence d'été et qui n'ont jamais vu un centime. Je suis au courant des dettes de carte de crédit et du deuxième prêt hypothécaire que vous avez contracté il y a 2 ans et que vous avez déjà manqué de rembourser. Vous ne cherchez pas un partenariat. Vous cherchez un sauvetage. Vous voulez que je paie pour votre style de vie.
Howard s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Son visage était maintenant violet de rage. Petit mécanicien ingrat, a-t-il craché. Tu te crois meilleur que nous parce que tu as eu de la chance avec quelques camions. Nous sommes des Whitmore. Nous avons un héritage. Nous avons un nom. Notre famille est respectée dans cette communauté depuis 3 générations. Votre héritage, c'est la dette, ai-je dit calmement. Et je ne vais pas payer pour ça. Alors sors, a crié Brooke. Son sang-froid avait complètement disparu maintenant. Son visage était déformé par la rage. Sors de la maison de mes parents et ne reviens pas tant que tu n'auras pas signé ce contrat. Tu as jusqu'à vendredi, Nathan, ou c'est fini entre nous. Je me suis levé lentement, repoussant ma chaise avec un calme délibéré. J'ai mis la main dans la poche de ma chemise et j'ai sorti mon téléphone. Faisant mine d'arrêter l'enregistrement. C'est fini maintenant, ai-je dit. Et Brooke? Ne te donne pas la peine de faire tes valises. Je ferai envoyer tes affaires ici par des déménageurs. Demain. Puisque tu aimes tant tes parents. Tu peux vivre avec eux. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup de place. Du moins jusqu'à ce que la banque saisisse la maison. Je suis sorti par la porte d'entrée sans regarder en arrière. J'ai entendu Brooke crier quelque chose derrière moi. J'ai entendu Patricia essayer de la calmer. J'ai entendu Howard hurler à propos de respect et d'ingratitude. J'ai juste continué à marcher. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur, je suis resté assis un moment dans l'allée. Pour me ressaisir. Mes mains tremblaient, pas de peur. De l'adrénaline d'avoir enfin dit ce que je retenais. De la libération d'avoir laissé tomber ce masque et d'être honnête sur ce que je pensais de ces gens. Et de leur plan. J'ai conduit lentement vers la maison, en prenant le chemin le plus long par les routes de campagne. J'avais besoin de temps pour réfléchir, de temps pour digérer ce qui venait de se passer. Une partie de moi se sentait mal de la façon dont tout s'était terminé. C'était la femme que j'avais prévu d'épouser. C'étaient les gens que je m'attendais à voir devenir ma famille. Et maintenant tout brûlait autour de moi. Mais une autre partie de moi se sentait libre, plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Je n'avais même pas réalisé le poids que je portais, en essayant de rendre Brooke heureuse. En essayant d'impressionner ses parents. En essayant de répondre à des normes qui n'avaient jamais vraiment été à propos de moi. Les retombées ont été nucléaires. Brooke a fait exploser mon téléphone pendant les 24 heures suivantes. D'abord des menaces, puis des supplications, puis des négociations. Elle m'a appelé 57 fois. J'ai compté. Elle a laissé des messages vocaux qui oscillaient sauvagement entre la fureur, les larmes et la supplication. Elle m'a dit que je jetais le grand amour pour de l'argent. Elle m'a dit que je ne trouverais jamais quelqu'un d'aussi beau qu'elle. Elle m'a dit que j'allais mourir seul et amer. Avec rien d'autre que mes camions et mon argent pour me tenir chaud la nuit. Puis elle m'a dit qu'elle était enceinte. Celle-là m'a fait marquer une pause d'environ 30 secondes. Puis j'ai appelé Léa. Léa a passé quelques appels et a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Brooke ne pouvait pas être enceinte de moi. 3 ans auparavant, après une relation à long terme qui s'était mal terminée. J'avais subi une vasectomie. Brooke le savait. Nous en avions discuté. Elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas d'enfant de toute façon. Dans sa panique. Elle a dû oublier ce petit détail où elle a pensé que je serais trop émotif pour réfléchir. Clairement. Quoi qu'il en soit. Le mensonge a confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir sur qui elle était vraiment. Puis est venue la campagne de dénigrement. Le samedi, Brooke avait posté une longue vidéo larmoyante sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas mentionné les actions. Oh non, ça la ferait paraître mauvaise. Au lieu de cela, elle a affirmé que j'étais émotionnellement abusif. Elle a affirmé que j'étais contrôlant. Elle a affirmé que je l'avais coupée de sa famille parce que j'étais menacé par leur succès et leur statut social. Elle a pleuré devant la caméra. Elle a parlé de la peur qu'elle avait eue. Elle s'est fait passer pour une victime échappant à un monstre. La vidéo a pris de l'ampleur. Des gens que je connaissais ont commencé à m'envoyer des messages.
Des amis, des connaissances, des contacts professionnels. Mec, c'est vrai? Nathan, je ne savais pas que tu étais comme ça. Ma femme a vu la vidéo. Ça va? Un client m'a même appelé le lundi matin pour me demander si tout allait bien parce que sa femme avait vu la vidéo de Brooke et s'inquiétait de faire des affaires avec quelqu'un qui traitait les femmes de cette façon. Ma réputation prenait des coups. Des années de construction de confiance et de bonne volonté étaient érodées par une vidéo de 3 minutes pleine de mensonges. J'ai appelé Léa. Publie-le. Léa a posté l'enregistrement audio de la conversation du dîner. Elle ne s'est pas contentée de le poster. Elle l'a envoyé directement à tous les amis communs que Brooke et moi avions. Elle l'a envoyé à chaque personne qui avait commenté la vidéo de Brooke. Elle a fait rédiger une déclaration légale que nous avons postée sur ma page personnelle avec l'audio joint. La légende était simple et directe. Je n'ai pas l'habitude de laver mon linge sale en public, mais je ne serai pas diffamé. Mon ex-fiancé a exigé 20% de mon entreprise comme condition de mariage pour payer les dettes de jeu de ses parents et leurs défauts de paiement hypothécaire. Quand j'ai refusé, elle a essayé de détruire ma réputation. Voici la vérité. Écoutez par vous-même. Internet est un endroit amusant. Il aime les victimes, mais il aime encore plus la justice. L'audio était accablant. On pouvait clairement entendre Howard admettre les problèmes financiers. On pouvait entendre Brooke crier à propos du contrat. On pouvait entendre le pur sentiment de droit suinter de leur voix. Howard m'appelant un petit mécanicien ingrat. Patricia parlant de retour sur investissement comme si leur fille était un portefeuille d'actions. Le vent a tourné si vite que ça m'a donné le tournis. Les commentaires sur la vidéo de Brooke sont passés de Grest forte. Reine Hall chercheuse d'or démasquée en environ 1 heure. Les gens ont commencé à partager l'audio. Il a été repris par quelques-uns de ses comptes de drame sur les réseaux sociaux. Des captures d'écran ont commencé à circuler. Brooke a supprimé sa vidéo. Puis elle a supprimé toute sa présence sur les réseaux sociaux. Disparue du jour au lendemain. Le mardi, toute l'affaire était oubliée pour tout le monde, sauf pour la famille Whitmore. Mais je n'avais pas fini. J'avais versé des acomptes pour le lieu du mariage. 40 000 $ non remboursables. J'avais payé le fleuriste, l'orchestre, le traiteur, le photographe, le vidéaste. Les invitations chics qui avaient déjà été envoyées. En tout, j'avais perdu environ 70 000 $. J'aurais pu absorber la perte. J'ai l'argent, mais c'était une question de principe. Ces gens avaient essayé de me voler 20% de mon entreprise. Ils avaient essayé de me manipuler pour que je signe quelque chose que j'avais passé 12 ans à construire. Ils n'allaient pas s'en tirer sans en subir les conséquences. J'ai envoyé une facture à Howard Whitmore. Pas pour les frais de mariage. Je savais qu'ils ne pouvaient pas payer ça. J'ai envoyé une facture pour les honoraires de consultation pour l'examen de leur contrat. Frauduleux, facturé au tarif standard de mon entreprise pour la consultation juridique. Plus le coût des déménageurs que j'avais engagés pour emballer les affaires de Brooke de ma maison. Et les livrer dans l'allée de ses parents. Il n'a pas payé. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse, mais j'ai fait quelque chose de mieux. J'ai appelé le lieu du mariage. J'ai expliqué que le mariage était annulé, mais que j'avais déjà payé pour l'espace et la date. J'ai demandé s'il y avait un moyen de sauver la situation. La coordinatrice d'événements a été sympathique. Elle a mentionné qu'il travaillait parfois avec des œuvres de charité qui avaient besoin d'un espace pour des événements. Quelque chose a fait-il dans ma tête. J'ai passé quelques appels. J'ai trouvé une organisation locale qui aide les vétérans à retourner à la vie civile. Formation professionnelle, aide au logement, ce genre de choses. Il prévoyait un gala de charité, mais avait du mal à trouver un lieu abordable. J'ai fait don de ma réservation de mariage. Le traiteur, l'orchestre, les fleurs, tout. J'ai transformé ce qui devait être le jour de mon mariage en un événement de collecte de fonds pour les vétérans blessés. Le gala a permis de récolter plus de 50 000 $ en une seule nuit.
Je me tenais sur la scène où j'étais censé dire oui, et à la place. J'ai remis un chèque à un marine qui avait perdu sa jambe à l'étranger. Un gars qui avait sacrifié plus pour ce pays que Howard Whitmore n'avait jamais sacrifié pour quoi que ce soit. Le nom du marine était Jeff. Il m'a serré la main avec une poigne qui pouvait écraser du béton et m'a dit que l'argent allait l'aider à démarrer une petite entreprise de réparation de moteurs. Il avait été mécanicien dans le corps des marines avant sa blessure. Il a dit que travailler de ses mains lui manquait. Il a dit que le plus difficile en perdant sa jambe était de se sentir inutile. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai parlé de la création de ma propre entreprise avec rien d'autre que de la détermination et une carte de crédit utilisée au maximum. Nous avons parlé pendant près d'1 heure après l'événement, échangeant des histoires sur les défis de l'entrepreneuriat et la satisfaction de construire quelque chose de réel. Avant de partir, je lui ai donné ma carte de visite. Je lui ai dit que s'il avait un jour besoin de conseils, de contact ou juste de quelqu'un avec qui parler boutique, de m'appeler. Il m'a appelé 2 fois depuis. Une fois pour me poser des questions sur les options d'assurance pour les petites entreprises. Une autre fois juste pour me remercier à nouveau. Cela m'a fait plus de bien que n'importe quelle vengeance n'aurait pu le faire. Brooke a essayé de me contacter une dernière fois. Environ 1 mois après que tout soit arrivé, elle a envoyé une lettre à mon bureau. Pas d'adresse de retour. Elle était manuscrite sur du papier à lettres coûteux. Nathan. Tu me manques. Mes parents avaient tort. Je le vois maintenant. Je n'aurais jamais dû les écouter. Je n'aurais jamais dû les laisser me pousser à demander les actions. Je reste chez une amie. Maintenant. Je les ai quittés. Pouvons-nous juste nous voir et parler? Je promets. Pas de contrat, pas d'avocat, juste nous. Je t'aime toujours. Je sais que tu m'aimes toujours. J'ai lu la lettre 2 fois. J'ai ressenti un pincement de quelque chose. Peut-être de la tristesse, peut-être de la nostalgie. Nous avons eu de bons moments. Il y a eu des moments où je pensais qu'elle était la bonne. Des moments où j'imaginais construire une vie avec elle. Mais ensuite, je me suis souvenu du regard dans ses yeux quand elle a posé cette enveloppe sur la table. Le calcul froid. La façon dont elle s'était transformée de fiancée aimante en négociatrice d'entreprise en un instant. Le regard d'une femme qui ne voyait pas un mari, mais un compte en banque. J'ai pris un marqueur rouge de mon tiroir. J'ai écrit le retour à l'expéditeur en grosses lettres capitales sur le devant de l'enveloppe. Je l'ai déposé dans le courrier sortant. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle directement. Mais j'ai beaucoup entendu parler par d'autres personnes. Les rumeurs m'ont tenu au courant, que je le veuille ou non. 3 mois après notre non-mariage, Howard a perdu la maison. La banque a finalement saisi. Un de mes amis dans l'immobilier m'a envoyé des photos de l'annonce de la vente aux enchères. La maison où j'avais dîné pour Thanksgiving. La maison où Howard m'avait traité de mécanicien ingrat. Vendue pour environ 60% de ce qu'il devait dessus. La banque a subi une perte. Howard et Patricia en ont subi une plus grande. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres dans une ville à environ 40 minutes de là. Ils ont tout réduit. Vendu la Mercedes en leasing. Vendu la collection de bijoux de Patricia pièce par pièce en dépôt-vente. Vendu la résidence d'été à perte juste pour régler les poursuites des entrepreneurs avant qu'elle ne soit jugée. Howard a essayé de lancer une entreprise de conseil après ça. Il a créé un site web, imprimé des cartes de visite, tout le tralala. Personne ne l'a engagé. Sa réputation dans le milieu des affaires était complètement ruinée après que l'audio soit devenu viral. Il s'avère que les gens ne veulent pas travailler avec un type qui traite les mécaniciens d'ingrats. Et parle de sa fille comme si elle était du bétail aux enchères. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait à temps partiel sur un terrain de golf. Pas à jouer au golf. À conduire la voiturette de boisson et à ramasser les gobelets vides des gars qui ont vraiment de l'argent. Brooke a atterri dans une concession automobile comme réceptionniste. Un poste de débutant.
Le genre de travail dont elle se moquait en parlant des gens qui n'avaient pas atteint leur potentiel. Je le sais parce que mon fournisseur de pièces me l'a dit. Il y est allé pour acheter un camion et elle était là, derrière le comptoir, à répondre au téléphone et à planifier des rendez-vous d'entretien. Il a dit qu'elle avait l'air fatiguée. Il a dit qu'elle a fait semblant de ne pas le reconnaître. Même s'ils s'étaient rencontrés au moins 5 fois lors d'événements d'entreprise quand elle était encore avec moi. Il a acheté son camion ailleurs. Ses réseaux sociaux sont revenus finalement, mais c'est différent maintenant. Plus de sacs à main de créateurs, plus de photos de vacances dans des complexes hôteliers chers. Juste des citations inspirantes génériques et des photos de nourriture de chaînes de restaurants. Les commentaires proviennent principalement de sa mère et de quelques vieux amis d'université. Pendant ce temps, les choses bougeaient vite de mon côté. Ironclad Fleet Service a ouvert une nouvelle installation au Texas 6 mois après la rupture. Une expansion majeure sur le marché du Sud-Ouest. Nous avons décroché un contrat de 5 ans avec une autorité de transport régionale qui avait besoin d'un partenaire de maintenance fiable. L'accord valait plus que tout ce que j'avais gagné au cours de mes 3 premières années d'activité. Combiné. Je me suis envolé pour l'inauguration, j'ai coupé le ruban. J'ai serré la main du maire local qui voulait des photos pour sa campagne de réélection. J'ai embauché 22 nouveaux employés. La plupart des vétérans militaires qui savaient travailler dur et être à l'heure. La bague que j'avais achetée pour Brooke, je l'ai retournée. J'ai récupéré environ 60%, ce qui était mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai utilisé l'argent pour un nouveau banc de géométrie pour l'atelier du Texas. J'ai recommencé à sortir avec des femmes environ 4 mois après que tout soit arrivé. Elle s'appelle Claire. Enseignante de 4e année dans une école primaire près de mon installation principale. Nous nous sommes rencontrés dans un café alors qu'elle corrigeait des copies et que je répondais à des emails. Elle a renversé sa boisson en attrapant une serviette et elle a atterri sur mon ordinateur portable. Elle était mortifiée. Je lui ai dit que l'ordinateur portable avait 3 ans et que j'avais besoin d'une excuse pour le remplacer de toute façon. Elle a insisté pour m'offrir un nouveau café. J'ai insisté pour lui offrir le dîner pour compenser le stress que je lui avais clairement causé. Nous avons discuté pendant 5 minutes jusqu'à ce que le barista nous dise d'échanger nos numéros. Premier rendez-vous, elle est arrivée en jean et en pull. Conduisant sa propre Honda Civic de 8 ans dont elle était sincèrement fière parce qu'elle l'avait remboursée avec 2 ans d'avance. Quand l'addition est arrivée, elle a sorti sa carte avant même que je puisse atteindre mon portefeuille. Je lui ai dit que j'étais heureux de payer. Elle m'a dit qu'elle était heureuse de partager. Nous avons partagé. Elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que je réparais des camions. Elle a dit que ça avait l'air important parce que les gens ont besoin que leurs affaires soient transportées. C'est tout. Pas de question de suivi sur les revenus, les plans d'expansion ou les structures de capital. Le mois dernier, je l'ai emmené rencontrer mes parents. Ma mère m'a pris à part dans la cuisine et m'a demandé où j'avais caché celle-là. Je lui ai dit que je l'avais trouvée dans un café, couverte de latte renversée. Maman a dit que c'était la chose la plus romantique qu'elle ait jamais entendue. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré quelqu'un d'inattendu. J'étais dans un steakhouse du centre-ville. Le bon où j'emmenais Brooke pour les occasions spéciales. Claire et moi fêtions sa titularisation à son école. Nous venions de commander des entrées quand j'ai aperçu un visage familier de l'autre côté du restaurant. Brooke, assise à une table avec un type que je ne reconnaissais pas. Il avait l'air d'avoir environ 10 ans de plus qu'elle. Costume correct, énergie nerveuse. Probablement un premier ou un deuxième rendez-vous d'après le langage corporel. Elle m'a vu presque au même moment où je l'ai vue. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. J'ai regardé son visage passer par environ 5 émotions différentes en 2 secondes. Choc, embarras, quelque chose qui aurait pu être du regret. J'ai juste hoché la tête, poli, neutre. Comme si elle était une ancienne collègue dont je me souvenais vaguement. Puis je me suis retourné vers Claire et je lui ai posé des questions sur la sortie scolaire que sa classe faisait la semaine suivante.
Quelque chose à propos d'un centre de la nature et d'une bande d'enfants de 9 ans essayant d'attraper des grenouilles. Je n'ai plus regardé Brooke du reste du dîner. Pas besoin, pas envie. Quand l'addition est arrivée, Claire a essayé de la prendre. J'ai été plus rapide cette fois. Je lui ai dit qu'elle pourrait payer la prochaine. Nous sommes sortis du restaurant en nous tenant la main. Je lui ai ouvert la portière de sa voiture parce que c'est juste ce qu'on fait. Elle m'a embrassé avant de monter et m'a dit qu'elle avait passé une très bonne soirée. J'ai conduit chez moi ce soir-là en pensant à quel point tout était différent. Il y a un an, je planifiais un mariage avec une femme qui me voyait comme un fonds de retraite. Maintenant, je sortais avec une enseignante qui s'enthousiasmait pour les sorties scolaires de capture de grenouilles et qui conduisait une Honda payée en totalité. C'est drôle comme les choses finissent par s'arranger.